On va revenir à vous donc sur le détour vertueux. Je voulais savoir si l'expérience des collectifs, donc je voudrais qu'on revienne en Zoom avec les collectifs, s'ils sont toujours là, s'ils ont tenu. Et puis, Iba, si tu peux revenir, si ça ne t'ennuie pas. Et là, je voudrais parler de votre futur, c'est-à-dire le côté professionnel, carrière. On aura André, tu peux venir avec nous aussi, André, avec nous. Ce que je voudrais dire, c'est que dans cette transformation de nos sociétés, dans à la fois la dimension écologique, vacances, il n'y a pas que les vacances. Il y a aussi, vous avez choisi une filière touristique. Je souriais parce que j'ai animé il n'y a pas longtemps un grand débat sur le tourisme écologique et il y avait deux étudiantes qui témoignaient et je leur demandais quel métier elles voulaient faire et c'était hôtesse de l'air. Alors c'est vrai que c'était pas évident de faire le lien entre l'écologie et hôtesse de l'air, mais ce que je voulais savoir, c'est, alors on peut commencer peut-être avec tous ceux qui sont à distance, peut-être Mayedine, avoir la chance d'avoir Mayedine déjà comme enseignant et de voir si cette sensibilité chez vous, les jeunes et chez les étudiants, vis-à-vis d'un tourisme plus écologique, elle gagne du terrain, et s'il y a une demande en ce sens de métier ou d'entrepreneuriat qui soit dirigée vers la valorisation de patrimoine naturel. Est-ce que par exemple en Algérie, Mayedine, c'est quelque chose qui se ressent? Déjà depuis quelques années, on a remarqué sur les réseaux sociaux qu'il y avait apparition de plusieurs groupes qui pratiquaient en fait l'écotourisme. Donc, c'est des jeunes qui s'organisent pour faire des randonnées, des visites de milieux naturels, etc. On va dire que intuitivement, les jeunes se sentent créer un créneau, on va dire, en tant que guide touristique dans les zones humides. Ce qu'on remarque par contre, c'est, on va dire, un manque de connaissances des bases fondamentales de l'écotourisme. C'est-à-dire que ces jeunes ont besoin d'être encadrés, on va dire, afin d'améliorer un petit peu les services qu'ils offrent pour qu'on reste toujours dans le cadre de l'écotourisme, qu'il n'y ait pas une empreinte écologique importante sur les milieux naturels. Mais effectivement, ces métiers de guide écotouristique commencent un petit peu à apparaître. Dans la majorité des cas, ce sont des étudiants en biologie à la base qui ont fait de l'écologie, de l'environnement, qui finalement, après avoir fini leurs études en master, se sont retrouvés naturellement à jouer le rôle de guide. Pour certains d'entre eux, ils se sont formés au niveau des écoles de tourisme qui existent, mais il n'y a pas réellement un programme spécifique à l'écotourisme. Ça, c'est un créneau donc, qui peut être exploité pour les jeunes pour qu'il y ait création des métiers du futur concernant l'écotourisme. Il y a aussi des aspects, on va dire, réglementaires. Il y a un manque de réglementation, on va dire, pour l'encadrement des activités écotouristiques, ce qui fait que vous avez beaucoup d'agences de voyage qui proposent en fait des randonnées, mais qui n'ont pas réellement une connaissance fondamentale de ce qu'est l'écotourisme et de comment le pratiquer sur terrain. Donc, il y a aussi cette possibilité de mettre en place, on va dire, des ateliers, des formations, des mises à niveau de ces professionnels du tourisme. Sal, vous êtes toujours là depuis Tunis? Non. Sana, est-ce que Sana est encore là depuis Agadir? Ce que j'aimerais, c'est entendre le témoignage, et puis sinon il y a Iba, mais c'est la perspective de carrière. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie peut-être que simplement de pratiquer un tourisme plus écologique de manière, sous forme de loisir, mais de faire autre chose, ou un métier dans le tourisme beaucoup plus conventionnel. Toi, Iba, tu es dans quelle perspective? Tu es dans une perspective, tu as envie de faire quoi comme métier? Alors, je voulais en fait lancer ma propre agence événementielle. Et là, on peut travailler dans tout ce qui est écolo pour lancer les événements. Bon,
ces tendances-là. On parle des tendances. Voilà. D'accord. Quelle est la sensibilité, en toute sincérité, de tes amis, des étudiants en règle générale? Je ne parle pas de l'association Djerba, hein. Je parle de là où tu fais tes études. Est-ce qu'il y a vraiment une sensibilité grandissante à l'écologie et de s'engager dans des métiers plus sensibilisés à l'écologie, ou est-ce que il y a encore du terrain à faire? Bah, on avance, voilà, on avance, mais en Tunisie, c'est un peu compliqué car l'infrastructure n'est pas très développée, mais on commence à faire des activités un peu écologiques, un peu sportives, un peu culturelles. Là, on développe de plus en plus des circuits culturels, des campings, des rencontres vertueuses, voilà, dans des espaces verts. Et ça devient une tendance, voilà, en Tunisie, mais voilà, les conditions, l'infrastructure et tout ne sont pas très favorables, mais là, on essaye de développer ce concept-là. D'accord. Les collectifs de Saint-Jeannet, vous êtes toujours là? Vous avez fui? Je ne vous vois pas bien. Alors, très bien. Est-ce que... Yves, tu es toujours là avec un micro? Est-ce que tu pourrais leur donner le micro? Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? Voilà. Vous êtes inscrit dans une filière lycée Paul Augier. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et est-ce que ce qu'on voit là peut influencer... Ah ben, j'ai cru que tu avais gardé le micro, excuse-moi Yves. Est-ce qu'on peut imaginer que vous avez évolué dans votre sensibilité? C'est là, troisième rang. Moi, j'y suis sensible, effectivement, et je compte orienter mes études vers ce projet-là, dans la valorisation du patrimoine. Et j'avais pour idée de travailler pour un parc régional ou national. Donc oui, on est vraiment sur la valorisation de la nature au sens large. Mais je pense que la culture reste quand même importante. Donc, en fait, finalement, peu importe le type de patrimoine, je pense que le patrimoine en général reste important à promouvoir à l'échelle nationale et au-delà. Voilà. D'accord. C'est votre cas à tous ou vous en foutez, vous voulez pratiquer un tourisme conventionnel? Je sens... Bon, oui. Heureusement qu'il y a l'université de Nice, hein, parce que le lycée Paul Augier, ça dort. Là-bas. Et après, Adrien, on diffusera l'entretien que j'ai fait avec... D'accord. Parce que vous posiez la question si au niveau des jeunes, l'écologie, l'environnement parlait. Nous, on est dans une formation qui n'est pas spécifiquement tourisme, on est sur l'événementiel culturel. Mais nous, même dans la culture, on voit au niveau des jeunes, on voit au niveau des différentes disciplines, des étudiants avec lesquels on travaille, que la dimension écologique, elle est quand même un peu au cœur de tout. À chaque fois, on la retrouve, quand on discute avec les gens, c'est toujours quelque chose qui est un peu en arrière-fond et qui vraiment balise l'ensemble de nos pratiques maintenant, notamment au niveau des jeunes. Et je pense qu'il y a vraiment un terreau fertile au niveau de la jeunesse, pour développer de plus en plus ces pratiques et que les jeunes puissent l'amener aussi au niveau des moins jeunes et de diversifier ces pratiques. Et je crois vraiment que la jeunesse a pris quand même conscience de ces enjeux environnementaux et du coup sont actifs à l'échelle locale ou à leur échelle personnelle pour essayer d'améliorer les choses. Et donc il y a vraiment quelque chose à faire avec les jeunes, je pense. Très bien, merci. Alors, on va diffuser un entretien. Elle ne pouvait pas être en ligne avec nous en direct. Je me suis entretenu, je n'ai pas revu l'entretien, donc il y a peut-être des imperfections, avec Charlotte Grollimund, qui a fondé les Cabanes de Pyrène. Alors, ce sont deux étudiants qui sont connus à l'Institut supérieur du tourisme et de l'hôtellerie et de l'alimentation à Foix, dans l'Ariège. Je pense d'ailleurs qu'il y a des étudiants connectés qui nous suivent de là-bas. Et il y a 20 ans, ils ont fait leurs études dans le tourisme là-bas, et puis ils ont décidé de créer les Cabanes de Pyrène. Ce sont des cabanes dans les arbres
Résultat extraordinaire. Et avec Charlotte, on s'est entretenu 5 minutes et elle nous apporte son témoignage de ce parcours depuis ses études jusqu'à aujourd'hui. Oui, bonjour, bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous et d'avoir enregistré cet entretien, puisque vous ne pouvez pas être en direct le 25 malheureusement avec nous. Alors je vais en un premier temps vous laisser vous présenter et puis expliquer un petit peu ce que c'est que votre entreprise. Donc bonjour, moi je suis Charlotte Grolimund. J'ai monté il y a 9 ans maintenant, avec mon compagnon Sylvain Savasi, un projet écotouristique qui tourne autour, qui s'organise autour de 3 cabanes perchées. Oui, bonjour. Touristique qui tourne autour, qui s'organise autour de 3 cabanes perchées. Voilà, d'hébergement touristique insolite en général. Et il a débuté par 3 cabanes perchées. Il y a 2 cabanes au sol, complètement insolites également, qui sont en cours de construction. Autour d'une idée première de développer un hébergement qui nous permette de mettre en valeur ce qui nous tenait à cœur depuis très longtemps suite à nos études, c'est-à-dire un travail en réseau avec tous les producteurs locaux et les prestataires d'activités dans la vallée dans laquelle on s'est installé, en Barousse, et qui nous permet de travailler en réseau et de faire passer… je suis bloquée. Mais c'est quelque chose… Vous étiez déjà inspiré durant vos études? C'était quelque chose que vous aviez envie de faire déjà? Oui, tout à fait. On s'est rencontrés, nous deux, pendant les études. Et du coup, les études de Océtia à Foix, qui est devenu Istia entre-temps. Notre directeur de mémoire à tous les deux était Pierre Torrente, qui nous a véhiculé une façon de voir le tourisme comme vecteur de développement durable notamment, de développement local, qui nous a permis de créer un réseau, de développer nos idées, et le projet a évolué pendant plusieurs années. En tout cas, on avait toujours ce même objectif en tête, c'est un jour de s'installer à notre propre compte et de développer un projet à notre image, voilà, qui nous ressemble. Alors, c'était quoi vos études? Vous pouvez les préciser? Oui, donc c'était un IUP à l'époque qui s'est transformé en master actuellement, mais du coup, tourisme local, aménagement montagnard et développement durable, précisément avec l'option gestion des structures touristiques en milieu rural et montagnard. Très bien. Ça a donné un certain bagage qui nous a équipés, disons, pour affronter les difficultés qu'on a rencontrées pour mener à bien ce projet. Alors, avec le faible temps qui nous est imparti, j'aimerais que vous puissiez, dans les 2 dernières minutes qui nous restent, nous communiquer un message et communiquer un message aux étudiants qui vont vous écouter. Pour tous ceux qui voudraient faire carrière dans l'écotourisme, qui voudraient entreprendre dans l'écotourisme, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors déjà que c'est effectivement, alors c'est pas la seule, le tourisme n'est pas le seul domaine excusez-moi du coup, il faut le voir d'une façon transversale en fait. Voilà, le tourisme est une entrée parmi d'autres pour aider au développement d'une vallée. Là, on est dans une situation bien particulière, la vallée de la Barousse, du coup, une vallée pyrénéenne qui est plutôt reculée, qui n'a pas forcément connu un développement touristique qui est basé sur l'activité forestière, l'activité d'élevage notamment. Première chose, effectivement, quand on mène un projet comme ça, c'est d'y croire jusqu'au bout. De bien connaître tous les rouages de l'administration et de s'ancrer complètement dans le tissu local.
Du coup, via le sport, via les activités, via les rencontres, etc., les associations, peu importe, mais de faire connaissance avec son territoire, surtout quand on arrive comme nous d'une région, même si on a fait nos études à Foix, on vient de Bourgogne tous les deux. Donc, via le biais du vélo, de la montagne, de la rando, du foot, voilà, toutes les activités, on rencontre des gens, on crée des liens. Ça, c'est le plus important. Que ce soit avec les gens qui vivent ici, qui travaillent ici, et que ce soit avec du coup, directement tous les élus du territoire. On a été à la rencontre de 70 communes avant de pouvoir réussir à s'installer. Voilà. Et on a rencontré chaque maire, on a présenté le projet, on a discuté. Oui, le mot-clé, c'est intégration. C'est ça, c'est intégration, exactement. Et surtout derrière, quand on monte un projet comme ça, on n'impose rien et on essaye de travailler et de valoriser toutes les chaque production du territoire, voilà, de travailler en lien. Nous, on ne fait rien directement, on a fait le choix de travailler exclusivement avec les producteurs locaux pour toute la préparation des repas. Pareil avec les prestataires, on ne fait rien directement, on travaille avec eux, on a un tissu très riche autour de nous et on l'utilise. Voilà. Et même si on ne propose pas du séjour tout organisé, parce que du coup, voilà, ça demande à notre échelle beaucoup trop de moyens et de garanties, et bien c'est informel et l'informel fonctionne très bien. C'est ça. Alors pour conclure d'ailleurs, c'est bien de préciser que les cabanes de Pyrène, ça fonctionne bien. C'est un modèle qui fonctionne. C'est un modèle qui fonctionne très bien. On est sur un hébergement en pleine nature avec énormément de cervidés aux alentours, à 400 mètres du village dans une zone de montagne, donc pas complètement reculée, mais voilà, ça reste accessible. Mais par contre, voilà, détente, tranquillité. Et effectivement, depuis 2 ans, c'est carrément exponentiel. Comme tout le monde autour de nous s'est recentré sur la France en tant que destination touristique et notamment recherche des hébergements qui sont à l'écart de tout, qui sont éloignés les uns des autres, qui sont en connexion complète avec la nature. Voilà, donc c'est un coup de bol. ça fait 15 ans qu'on a ce projet en tête. On a réussi à le monter. Et ça correspond effectivement, je pense que tout ce qu'on nous a effectivement inculqué pendant nos études, parce que Pierre Torrente, ça fait 20 ans qu'il se bat, ça fait plus que ça, ça fait 20 ans qu'il nous l'enseigne, mais je crois que ça fait beaucoup plus d'années que ça qu'il se bat pour nous inculquer ces valeurs-là. Et depuis le départ, voilà, c'est le tourisme développé de cette manière-là, avec une vision locale et durable, ne peut que fonctionner. Et effectivement, il faut sortir des schémas qui provoquent une concentration de gens et surtout qui s'intègrent complètement dans le paysage, que ce soit économique d'une vallée, sans vouloir le transformer, mais en s'adaptant à l'existant. Très bien. Un grand merci Charlotte pour votre témoignage. Et puis, au plaisir de vous retrouver aux cabanes de Pyrène à l'occasion. Ça sera vraiment sympa. Merci à vous. Avec plaisir. Voilà, on a un exemple concret, vous voyez, d'étudiants qui sont lancés dans l'entrepreneuriat. Donc, ça serait intéressant qu'on puisse suivre des jeunes qui entreprennent. Tu vois, Olivia, c'est un autre exemple aussi de forme d'exploration. En tout cas, c'est dans les vocations de Défimed de suivre quelques jeunes qui se lancent dans ce type d'exercice. Je tiens à dire qu'elle a cité à plusieurs reprises Pierre Torrente, à nouveau. Et Pierre Torrente sera avec nous cet après-midi en visioconférence et il interviendra avec des enseignants justement sur ces perspectives de nouveaux métiers. Alors cette interview me permet de rebondir avec André Genet, qui est conseiller en développement, qui est universitaire aussi, et tu es fondateur de France Angels, donc tout cela doit te parler. Je voudrais bien que tu puisses réagir par rapport à ce que tu as entendu depuis ce matin et puis par rapport à ce type d'entreprise, tu as entendu le mot intégration, consultation, participatif, que tu connais bien.
Merci Eric. J'imagine que tu as des vacances formidables parce que tu as des idées de séjour et des contacts de grande qualité. Alors là, ça me donne une occasion de protester auprès de la direction des FIMED. Donc moi, j'ai demandé à être payé uniquement pour aller explorer et reconnaître des sites écotouristiques. Ça m'est complètement refusé. Donc je fais les tâches ingrates, tu vois. Moi, plutôt, c'est les dossiers administratifs, tout ça. Et c'est les autres qui y vont. Magnifique, Eric. Oui, alors, en fait, on a parlé, enfin, Laurence de la Ferrière évoquait les termes de liberté et de voyage. En fait, on arrive toujours à des questions individuelles. En fait, tous ces témoignages nous interpellent, et j'imagine vous interpellent aussi, comment on construit notre vie par rapport à tout ça. Et on voit bien qu'il y a une question de cheminement, et on ne va pas tous être des grands entrepreneurs, on ne va pas tous être des grands explorateurs. On est jaloux de Laurence, mais on est incapable, pour la plupart d'entre nous, de faire ce qu'elle a fait. Et donc, comment on fait vivre chacun cette dimension d'entreprise, de projet? Parce que je pense que c'est une dimension qui est une dimension à cultiver. On n'est pas uniquement des citoyens, des salariés, des employés, des fonctionnaires, des ceci, des cela. On est des personnes. Et ces personnes, il faut qu'elles s'accomplissent. Alors, ça peut être dans la création d'entreprises, évidemment, mais il y a d'autres manières. En fait, il y a plein de casquettes qui permettent d'être articulées avec des projets. On peut intervenir, évidemment, en tant que porteur de projet. On peut intervenir en tant que consommateur, que voyageur par rapport à des projets. On peut aller voir des projets. Et on peut être épargnant. Alors, moi, je suis un peu spécialisé sur les questions de financement. Et l'argent, c'est un truc formidable. L'argent, c'est un moyen qui permet d'être associé à un projet avec le financement participatif. Qui est-ce qui a déjà participé à des collectes de financement participatif, de crowdfunding ici? Levez la main. Voilà. Donc, un certain nombre de personnes. En France, l'an dernier, c'est 2 millions de personnes qui ont participé. Et c'est 1 milliard d'euros qui a été levé pour plus de 100 000 projets. Et c'est plus 62% par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que le financement participatif, ça devient une manière d'exister, de choisir soi-même la destination de son argent, de ne pas la laisser sur un compte en banque. Vous savez que si vous laissez votre argent, par exemple 2 500 € sur un compte en banque, au bout d'un an, une banque ordinaire, elle va l'avoir employé dans des usages qui ne sont pas ceux que vous souhaitez. Et 2 500 € au bout d'un an, ça a été calculé par Oxfam, ça équivaut, si on laisse la banque faire, à un aller-retour Paris-New York en avion. C'est-à-dire que si vous ne choisissez pas vous-même d'utiliser votre argent par rapport à vos souhaits, à vos priorités, la banque va le faire elle-même par rapport à des priorités qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Donc il y a un outil formidable qui permet, grâce à l'argent, d'être partenaire de projet. Alors on peut être partenaire avec du don, avec du prêt, avec du capital, et on peut l'être à partir de quelques dizaines d'euros. Donc si vous regardez sur des plateformes de financement participatif, vous verrez comment vous pouvez participer à des projets. Et quand vous mettez de l'argent dans un projet, vous êtes allié à ce projet durablement. Et donc vous avez une manière, d'une certaine façon, d'être co-entrepreneur. C'est accessible à tout le monde. Donc ça, c'est extrêmement important par rapport aux problèmes de fracture sociale, etc., qu'on connaît actuellement. Et puis, on s'aperçoit, quand on regarde l'ensemble des projets, que les 3/4 des projets de crowdfunding, de financement participatif, sont orientés sur des sujets qui ont du sens, du développement durable, des choses comme ça. Voilà. C'est-à-dire que si on laisse les gens choisir des projets, spontanément, ils vont aller vers des projets qui ont du sens. C'est quand même assez rassurant. D'ailleurs, on a créé avec des amis tunisiens, marocains, une association qui s'appelle Financement participatif Afrique-Méditerranée, qui promeut le financement participatif aussi sur la rive sud. La Tunisie, le Maroc ont fait beaucoup de progrès en matière de réglementation, notamment récemment. Et donc, il y a là un levier d'affirmation pour la société civile et pour les individus de ces pays qui est tout à fait formidable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle contemporaine. Parce que j'évoquais l'épargne. Le plus souvent, l'épargne fuit les territoires, elle va s'engager ailleurs, de manière opaque, comme je le disais tout à l'heure. De plus en plus souvent, les gens consomment leur épargne dans des jeux de hasard ou dans de la consommation. Ça continue à croître. Donc il faut vraiment prendre le contrôle de cette épargne pour s'engager dans des projets que vous avez choisis vous-même. Et ces projets, ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets de voyage, ça peut être des projets d'association, ça peut être des projets d'entreprise, ça peut être des projets de territoire, etc. Donc il y a toute une série de types de projets qui vous permettent d'agir.
Et après, si vous voulez vraiment vous-même porter un projet, la question, c'est comment on commence, hein. C'est une question difficile. Comment on commence un projet? Alors, je pense qu'une des bonnes façons, c'est déjà de s'associer à des projets existants. Je parlais du financement participatif, ça permet de connaître un peu comment ça se passe. Il y a aussi toute une série de dispositifs qui aident les porteurs de projets à réfléchir à leurs projets, etc. Parce que quand on a une idée, une intuition, il faut souvent la transformer, l'améliorer, la construire pour qu'elle soit vraiment efficace. Donc il y a des dispositifs d'appui, il y a des lieux comme les tiers-lieux qui permettent de rencontrer d'autres porteurs parce qu'on apprend beaucoup, évidemment, avec d'autres qui sont dans la même démarche de création d'entreprise. Et surtout, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les réponses pour s'engager, hein. Comme dit l'autre, fais un pas et la providence t'aidera. C'est-à-dire que quand on avance, on découvre des ressources nouvelles. Donc ça, c'est important, je pense, de prendre en compte la multitude de ressources qui existent autour de nous et qu'on peut utiliser par rapport à nos propres projets. Et dans le voyage, qui est une forme de projet aussi, évidemment, je pense que c'est important d'avoir une relation, nos amis d'Annabol l'évoquaient tout à l'heure, par exemple avec son environnement, la nature, les plantes sauvages. Moi, j'ai fait un stage de survie où on partait pendant une semaine sans nourriture près d'ici, dans la région de Digne. Et ça transforme notre manière de regarder les plantes, évidemment, la nature, etc. Et quand je suis revenu, j'allais dormir dans la forêt tout seul, sans tente, avec seulement un duvet. Et là, on a une sensation de communion, de relations sensibles. Et on peut dire qu'il y a des forêts un peu partout autour de nous. Il est possible, et c'est très excitant de le faire seul, d'ailleurs, plus excitant de le faire seul, il est possible d'avoir des types de voyages non coûteux, à proximité, et des types d'expériences qui sont déroutantes et qui nous permettent de recomposer un peu notre relation à notre environnement. Donc, je pense qu'il faut qu'on intègre une dimension, enfin une vision très large du tourisme, du voyage et des projets, et que chacun soit en capacité, se sente en capacité de construire son propre cheminement, son propre voyage, son propre tourisme personnel. Et ça passe par l'action. C'est ce que je crois je pouvais dire ce matin. Merci. Merci André. J'aimerais bien donner le mot de la fin, ce n'était pas prévu, mais j'adore ça. À Sylvie, par exemple, tu peux venir nous rejoindre? Parce que tu es une des chevilles ouvrières de cet événement et de l'implication des jeunes. Donc, je voudrais savoir tout simplement ce que ça t'inspire, tu vois, ce genre de rencontre. C'est la première fois, c'est pas la première fois qu'on se voit nous, mais c'est la première fois qu'on fait ce type d'événement et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. À la fois ton regard sur ces rencontres avec les jeunes, mais aussi par rapport à l'enseignement et la formation que tu donnes aux jeunes, tu vois, et cette dimension un peu plus écologique. Oui, et ben alors en fait, moi j'en profite, c'est l'occasion pour remercier officiellement l'ensemble des étudiants qui se sont engagés dans cette démarche. C'est vrai, on ne va pas se mentir, on les a un petit peu titillés pour qu'ils s'engagent, mais au final, ils ont fait des projets qui sont extraordinaires, qui ont permis de mettre en lumière également un territoire qui a besoin de travailler sur l'écotourisme, qui est engagé dans cette démarche. Et donc, les étudiants ont permis donc de favoriser et d'impulser encore plus cette démarche. Donc, ils sont également les relais auprès de leurs camarades de l'importance de l'écotourisme. Donc, voilà, pour nous, un bilan très positif, avec évidemment toujours des points d'amélioration, parce qu'on est toujours dans l'idée de progresser. Donc, mais voilà, un bilan très positif sur les actions qui ont été menées et toutes les compétences complémentaires que ça a pu générer. Donc, justement, voir l'organisation, la gestion avec les entreprises, la communication, la gestion des participants, etc. Donc, pour nous, un bilan très positif et encore merci à l'ensemble des étudiants qui se sont engagés. Juste petite question, Sylvie, tu enseignes quoi? Alors moi, j'enseigne la production touristique, le marketing et le multimédia.
Voilà, je ne vois pas Asa, hein. Elles sont parties, Asa et Fatma. Donc, Asa, enseignante à l'école de commerce de Carthage, qui nous rejoindra cet après-midi. Il y avait une grande question. On a organisé il y a 2 ans un défi entre des étudiants de Tunisie et des étudiants d'Avignon autour du marketing digital et de l'écotourisme. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que en gros, c'est une problématique sur laquelle des masters n'ont pas réussi à trouver vraiment d'issue. C'est très compliqué. On ne peut pas communiquer comme on communique au niveau du nombre, hein, de la quantité. C'est plutôt du qualitatif. Donc c'est assez compliqué. Qu'est-ce que tu penses, toi, dans l'évolution aussi de ta formation? Alors effectivement, c'est un enjeu très important parce que l'écotourisme, ça veut dire aussi que c'est l'opposé aussi, entre autres, du tourisme de masse. Et il faut trouver un équilibre dans la communication parce qu'il faut à la fois donner envie aux personnes de faire de l'écotourisme, mais tout en limitant l'accès, parce que sinon, effectivement, on retombe dans les défauts et les travers de ce que veut éviter l'écotourisme. Donc, effectivement, c'est un équilibre assez fragile à trouver entre je fais savoir, je vends, je fais venir des clients, mais je protège en même temps le territoire sur lequel je me positionne. Donc effectivement, il y a un enjeu très, très important qui passe par la communication et également par la labellisation aussi des acteurs du tourisme. Très bien. Eh ben, on va s'arrêter là. On va aller déjeuner et puis on reprend à 13h30. Alors, le programme... Oui, alors j'entends. C'est Annabelle de la Corse. Ah bah Annabelle, effectivement, excuse-moi, mais j'ai cru que tu n'étais plus là. Donc il y a eu un mauvais message entre nous. Ah bah, je veux bien que tu témoignes, Annabelle. Je suis bien content que tu sois restée. Tu es persévérante, c'est bien. Parce que je t'avais oublié là, hein, carrément. Hein. Vas-y Annabelle, réagis toi par rapport aux enseignements. Toi aussi, tu as été étudiante, hein, tu ne l'es plus là. Hein, mais tu as été étudiante. D'ailleurs, je ferai réagir Olivia cet après-midi aussi parce qu'elle vient de l'ISTIA, je le sais. Donc c'est encore une élève de Pierre Torrente, on le retrouve partout. Toi, Annabelle, non, mais qu'est-ce que tu tires de tout ça comme enseignement alors? Alors déjà, moi j'ai longuement hésité entre Foix ou la Corse. Et bon, finalement, mon choix, par conditions météorologiques et autres, a été plutôt destiné vers la Corse. Et donc j'ai fait mon master tourisme là-bas. Donc c'était un master qui était quand même aussi très orienté dans le développement durable. Et voilà, du coup, je voulais aussi témoigner, puisqu'on parlait des métiers de l'écotourisme et de la jeunesse. Donc moi, après le master, j'ai effectué mon stage au sein d'une collectivité qui développait donc des stratégies d'écotourisme sur le territoire. Et à l'issue de ce stage, j'ai été embauchée en tant que chargée de mission pour 3 ans. Et donc voilà, hier, j'ai notamment pu participer aux ateliers du tourisme durable qui se déroulaient à Porto Vecchio. Et il y avait Pierre Torrente qui a aussi témoigné et qui a participé, donc qui a fait une intervention le matin. C'était très intéressant. Et juste pour dire que l'après-midi, il y avait des ateliers avec différentes thématiques et des groupes de travail. Et donc, il y a eu un atelier qui portait sur la formation. Et du coup, en Corse... Annabelle, ça va revenir. Il y a eu un petit coup de vent. C'est pour ça que c'est mieux le présentiel, quand même. Hein. Il y a pas de doute. Hein, mais bon, ils sont très impliqués. Et, bon, on a perdu Annabelle. Oui, vas-y, Annabelle. C'est pas grave, même s'il n'y a que le son, l'essentiel c'est qu'on t'entende. C'est bon, on te voit aussi. Ok. Non, c'était juste pour dire, enfin, je sais pas trop où ça a coupé, mais à la formation, hier j'ai participé l'atelier formation. Voilà, et donc il y a des ateliers formation, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place aussi en Corse. Donc voilà, il y a toujours espoir pour les métiers de l'écotourisme de l'avenir. Je pense que ça se développe petit à petit et c'est génial de voir que pas que en Corse, c'est un petit peu partout finalement et voilà, c'est juste pour témoigner et dire que moi je suis très heureuse d'avoir pu être embauchée à l'issue de mon stage et de participer à ce type d'événement. Ouais, ce que je rêverais vraiment, Annabelle, c'est qu'on puisse, je le répète, effectuer des échanges. C'est que les jeunes Corses puissent venir en Tunisie, à Djerba, que les Tunisiens, Tunisiennes puissent venir en Corse. Tu vois, qu'il y a des véritables échanges de découvertes, d'expériences culturelles, d'inspiration. Vous pouvez vous inspirer et vous enrichir les uns les autres. Ça serait vraiment quelque chose de magnifique à mettre en place. Oui, tout à fait. On attend ça.
Ouais. Bon, bah, très bien. Bah, merci Annabelle et pardon et tu as eu raison de forcer pour revenir. Je vous souhaite un bon appétit. Je pense que ce n'est pas les mêmes qui reviennent cet après-midi. Donc merci pour l'attention et j'espère que vraiment on continuera à collaborer ensemble. Et puis sinon, à cet après-midi.